Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Ces dernières années ont vu le retour de la géopolitique en Europe. L'agression russe en Ukraine illustre cette mutation des relations internationales. Elle met au défi l'Union européenne. Dans les Balkans occidentaux, où sa crédibilité s'est érodée de manière dramatique au fil des ans, les puissances rivales ont fait montre d'ambition, en particulier la Chine, dont l'engagement ne se limite plus aux projets d'infrastructure. Alors, pour discuter de ces enjeux, je reçois aujourd'hui Anna Krstinovska. Anna, vous êtes fondatrice et présidente du laboratoire d'idées Estima, basé à Skopje. Vous êtes experte des relations avec la Chine. Vous avez récemment publié 2 articles sur le sujet, au moins, l'un dans Politique étrangère, l'autre intitulé Secret Charm, sur le soft power de la Chine dans les Balkans. Je suis Florent Martial, directeur de l'Observatoire des Balkans à la Fondation Jean Jaurès. Bonjour Anna. Bonjour et merci de l'invitation. Alors, la Chine est apparue sur le radar de l'Union européenne il y a maintenant un certain temps dans les Balkans parce qu'elle offrait des prêts pour la réalisation de projets d'infrastructures dans les transports, dans l'énergie aux pays de la région. Et il est vrai que les besoins en la matière sont colossaux dans la région. Mais d'un autre côté, ces prêts chinois sont scellés dans des conditions pour le moins douteuses et ils ont des implications en matière de vulnérabilité en particulier qui font s'interroger. Alors, que pouvez-vous, quels enseignements ou quels assessments vous tirez un petit peu, quelle évaluation vous tirez un petit peu de cet engagement chinois dans les domaines des infrastructures? Est-ce que c'est une manne ou est-ce que ça a effectivement affaibli, sape le rapprochement de ces pays vers l'Union européenne? L'image n'est pas du tout noir et blanc, donc il y a des aspects positifs liés au projet chinois et il y a des aspects négatifs aussi. Donc il s'agit dans la plupart des cas des projets de construction des autoroutes, des chemins de fer ou de la production de l'énergie électrique, soit à la base du charbon, mais aussi à la base des énergies renouvelables. Donc, ces projets, par leur nature, peuvent contribuer à la croissance économique et au développement socio-économique des communautés locales. Et d'ailleurs, dans beaucoup d'instances, ces projets coïncident avec les priorités européennes pour la région, les corridors de transport ou d'énergie. Mais d'autre côté, dans la plupart des cas aussi, il s'agit des méga projets qui ne sont pas peut-être toujours essentiels pour les communautés locales, qui ont une viabilité économique et financière douteuse et qui mènent très souvent les gouvernements au surendettement. De plus, ces projets sont très souvent attribués aux opérateurs économiques chinois, c'est-à-dire aux entreprises chinoises, sans passation au marché public, donc sans procédure ouverte, transparente et compétitive, ce qui va à l'encontre non pas seulement des normes européennes et des principes européens, mais aussi à l'encontre à la législation nationale dans les Balkans occidentaux. De même, ces projets ont très souvent un impact environnemental et social assez néfaste parce qu'il s'agit des projets politiques. Donc, les élites ou les gouvernements, lors de la mise en œuvre de ces projets, ont été un peu trop rapides à couper le ruban rouge et à voir ces projets en route. Et ils ne se souciaient pas beaucoup de la bonne préparation des projets. Ce qui veut dire que ces projets sont souvent préparés sans avoir complété les études de faisabilité, les études d'impact environnemental et social, tous les examens géologiques ou autres qu'il fallait faire. Et du coup, dans la phase de mise en œuvre, on voit des prolongations pour remédier justement aux problèmes qui apparaissent en cours de route. Et il y a très souvent des dépassements de coûts très importants qui mènent à ce que ces projets atteignent des coûts vraiment exorbitants. Et alors, on comprend bien les vulnérabilités. Alors, il y a les besoins, vous les avez mentionnés, mais également les écueils qui vont avec ça et la manne que ces projets peuvent représenter, pas forcément pour les pays, mais pour certaines élites qui rétribuent un petit peu leur réseau clientéliste sur cette base-là. J'ai envie de demander, est-ce que ces projets reflètent une stratégie chinoise dans la région
ou simplement ils répondent à des demandes d'acteurs politiques dans la région qui sont assez discutables. Vous avez bien souligné cela. Est-ce qu'il y a une stratégie chinoise dans la région, ou est-ce que c'est simplement une réponse à des besoins qui sont très douteux? Je pense qu'il n'y a pas de stratégie chinoise pour la région, mais les activités chinoises dans la région s'inscrivent bien dans la stratégie globale et européenne de la Chine, c'est-à-dire d'assurer sa présence dans une région où la Chine était très peu présente dans le passé. Et c'est plutôt un peu d'opportunisme. Cela veut dire que la Chine souhaite exploiter les opportunités économiques de la région, et on voit ici une convergence des intérêts chinois d'un côté et les intérêts des élites domestiques d'autre côté, qui surtout il y a une dizaine d'années voyaient dans la Chine une aide importante économique, donc un partenaire pour justement renforcer un peu le développement économique de la région. Alors, justement, vous avez également mentionné les questions de surendettement et l'opportunisme qu'il y a derrière. Dans le cadre de la guerre en Ukraine, quel est l'impact que ça a pu avoir dans la région en règle générale? Et également, j'ai envie de demander la polarisation des relations internationales, la géopolitique plus tendue. Quel impact cela peut avoir dans la région pour les pays vis-à-vis dans la relation avec la Chine, mais également dans le risque qui est porté par leur surendettement, puisqu'on parle très souvent, vous l'avez bien souligné, de dette et non pas d'investissement chinois. Donc, dans la région, je pense qu'on parle très peu et on a très peu d'informations sur la position chinoise et les activités chinoises en ce qui concerne la guerre en Ukraine et cette sorte de partenariat entre la Chine et l'Ukraine. Mais du coup, on voit que très souvent, ce sont les mêmes groupes pro-russes qui sont en même temps pro-chinois et qui s'engagent pour plus de coopération avec l'Est et une sorte d'éloignement de l'Ouest ou de l'Union européenne. Et cela reflète bien la situation et le niveau de polarisation qui existe en ce moment, je dirais au niveau mondial et pas seulement dans la région. On voit bien une différenciation entre les pays de la région qui sont membres de l'OTAN, et à mon avis, c'est l'adhésion à l'OTAN qui fait la différence entre, d'un côté, la Macédoine du Nord, le Monténégro et l'Albanie, et d'autre côté, la Serbie et la Bosnie-Herzégovine. Comme vous savez, la Serbie est le seul pays dans la région qui n'a pas introduit de sanctions contre la Russie et qui est en même temps le centre des activités chinoises dans les Balkans. En ce qui concerne les projets et le surendettement qu'on a mentionné, il y a une dizaine d'années, la Chine était très tolérante envers les pays qui recevaient des prêts chinois. Il y a l'Albanie qui avait une dizaine de milliards de dollars de prêts chinois avant les années 1910. Il y a également la Serbie et le Monténégro qui avaient des dettes qu'ils n'arrivaient pas à repayer dans un certain moment. Et selon l'expérience jusqu'à maintenant, la Chine trouvait toujours un moyen de reprogrammer ses dettes, de pardonner une partie de ses dettes envers ces pays, justement pour se montrer comme un partenaire crédible de ces pays. Mais l'ensemble des contrats concernant les grands projets d'infrastructure dont on a parlé contiennent une clause qui dit que la Chine a la possibilité de terminer d'une manière unilatérale ces accords pour des raisons politiques. Donc, si ces pays ne se comportent pas selon les attentes de la Chine pourrait les amener dans une situation de défaut de paiement en terminant ces accords de millions et des centaines de millions de dollars. Et s'il y a une dizaine d'années, ces pays étaient vraiment
en termes très amicaux avec la Chine. Il n'y avait pas cette polarisation, donc il n'y avait pas ce risque pour les pays des Balkans de faire quelque chose qui pourrait ennuyer la Chine. La situation maintenant est bien différente et la Chine a un outil dans ses accords de vraiment contrôler ces pays et leurs décisions en termes de politique extérieure. On comprend l'épée de Damoclès. Alors, la Chine et donc ce Belt and Road Initiative, les ceintures de la soie ou les routes de la soie, ont été accompagnées quand elles ont été lancées par une forme d'euphorie à un moment donné, surtout en Europe de l'Est et pas simplement, également dans les Balkans où les attentes étaient assez fortes. C'était accompagné de narratifs de modernisation, de grands projets de développement. Tout cela s'est beaucoup effondré en Europe de l'Est. L'image de la Chine a beaucoup pâti des projets qui peinaient à voir le jour. Beaucoup de déceptions, pas vraiment en Hongrie ou en Serbie, mais on a quand même une image qui s'est quand même beaucoup érodée. Alors, qu'en est-il maintenant dans les Balkans en général? Est-ce que dans les Balkans, et peut-être plus spécifiquement sur la Serbie, la Chine demeure une sorte de modèle de société très orienté vers la technologie, quelque chose de valorisé en ce sens-là, ou est-ce qu'on perçoit également une image qui s'écorne? Comme vous avez dit, en Europe, on voit une sorte de diminution de la popularité de la Chine, une sorte de méfiance des citoyens européens envers la Chine et son image positive est en déclin. La situation dans les Balkans est assez différente. Ça dépend des pays, mais soit la perception reste inchangée, soit elle s'améliore, ce qui est un peu contradictoire parce que vous avez évoqué le fait que la plupart de ces pays, à l'exception de la Serbie, n'ont pas tiré de grands avantages économiques de leur relation avec la Chine dans les 10 dernières années. Et à mon avis, cela est dû surtout au soft power ou à cette puissance douce de la Chine et les outils que la Chine déploie pour justement maintenir sa bonne réputation dans la région. Donc la Chine attache une grande importance aux messages qui sont véhiculés, à la description de la Chine à l'étranger et à son image internationale. Elle utilise des outils pour renforcer certains narratifs positifs, surtout par rapport à l'économie chinoise, à son miracle économique, à ses avancements technologiques, à l'aspect de l'innovation, etc. Et d'autre côté, la Chine utilise des outils pour dissimuler ou pour éliminer les narratifs qui pourraient nuire à la réputation chinoise. Donc, elle essaie de maintenir un contrôle strict sur les narratives sur la Chine à l'étranger et elle fait cela à travers les médias, à travers des contenus qui sont placés dans des médias, soit des contenus payés, soit des contenus qui sont le résultat des accords signés entre des médias dans la Chine et dans le pays en question. Elle finance beaucoup de projets scientifiques et éducatifs, surtout en coopération avec l'université, également des cours de langue et des activités culturelles à travers les Confucius Institute, qui existent dans tous les pays des Balkans, à l'exception du Kosovo. Donc, il y a toute une palette d'outils et de techniques que la Chine utilise en ligne, mais aussi dans off-ligne, donc en présentiel. Donc, en contrepartie, beaucoup de ces démarches pourraient être qualifiées comme la diplomatie publique. Donc, rien de concernant. Mais le problème, c'est que dans les espaces médiatiques et dans ces espaces d'information dans ces pays, il n'y a pas d'alternative de source dans les langues locales qui permettrait aux citoyens de construire, de former une opinion bien fondée et une opinion informée sur la Chine. Donc, du coup, on reste avec ces narratives d'une Chine
idéalisée d'une Chine où tout est rose, où tout est positif, et on parle très peu d'une manière objective de tous les problèmes auxquels la Chine est confrontée, comme d'ailleurs tous les pays dans le monde ont certains défis. Et du coup, les citoyens dans les Balkans ont cette image de la Chine comme une opportunité économique, ce qui renforce leur regard positif vis-à-vis de la Chine. Merci Anna pour ces éclairages, pour nous présenter un petit peu les tenants, les aboutissants de cet enjeu qui n'est pas simplement géopolitique, mais qui affecte réellement les populations dans la région. Merci Anna. Merci à vous. Au revoir.